recevoir aujourd'hui dans votre atelier. Donc on est à l'atelier Mataguer à Périgueux. Tout à fait. Et vous êtes céramiste, donc vous avez accepté qu'on vienne vous voir aujourd'hui pour nous parler de votre métier. Donc tout d'abord, ma première question, ce serait, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a amené finalement à exercer ce métier de céramiste? Oui, alors moi c'est ma formation initiale, donc j'ai tout de suite fait ça après le bac. Donc j'avais fait un bac général, ensuite j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué à Toulouse, qui était un tronc commun pour partir vers des études d'art appliqué, et j'ai découvert cette année-là le BTS art céramique qui était à l'école Olivier de Serres à Paris, et donc j'ai réussi à intégrer cette école l'année suivante, où j'ai fait un BTS art céramique pendant 2 ans. Et suite à ce BTS, donc c'était en 2000, je suis rentrée en BTS en 2004, j'ai eu mon diplôme en 2006, et après j'ai commencé à travailler directement. Et pendant que je travaillais en parallèle, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai continué à me former tout en travaillant dans la céramique. Donc je travaillais dans un atelier de céramique en tant qu'employée, où j'ai encore appris mon métier. Des nouvelles techniques. Voilà, des nouvelles techniques, et notamment la cuisson. Et en parallèle, j'ai suivi des cours chez Augusto Tozola, qui est un maître artisan très réputé à Paris, qui continue de transmettre son métier aux jeunes céramistes. Donc j'ai appris à tourner chez lui, je suis restée 3 ans chez lui, et j'ai passé un CAP tournage en céramique avec le savoir que j'avais appris chez lui. Donc j'ai appris à tourner chez lui, et j'avais envie d'avoir une démarche toujours très indépendante pour pouvoir fabriquer tout moi-même. Donc je voulais aussi faire mes émaux à partir de minéraux naturels uniquement. Et donc j'ai continué aussi en apprenant à faire mes émaux chez une céramiste à Paris qui s'appelle Catherine Janté. D'accord, qui était elle vraiment peut-être spécialisée dans les émaux. Dans les émaux, voilà. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches, qui est elle-même céramiste, qui fait des marchés de potiers. Et elle est très bonne pour expliquer sa démarche. Donc voilà, je continue à suivre vraiment le renseignement. Aujourd'hui, je tourne de la même façon, et je fabrique mes émaux avec les méthodes de cette prof. Que vous avez appris. Voilà. D'accord, donc en fait c'est intéressant, vous avez vraiment appris chaque technique, on va dire, qui vous sert dans votre métier d'aujourd'hui, oui. Un peu au fur et à mesure avec oui. À chaque fois les professionnels spécialisés dans chacun des domaines. Oui, voilà, c'est ça. Quand je voulais faire quelque chose, j'apprenais exactement ce que je voulais. Donc en tout, ça m'a pris du temps parce que je suis rentrée à Olivier de Serres en 2004, j'ai passé mon CAP tournage en 2009, et quand j'ai appris à faire les émaux, on était en 2010-2011. D'accord. Donc ça a été assez long, mais en parallèle je travaillais, donc c'était un peu tout à la fois. De tout maîtriser vraiment. Exactement, enfin tout maîtriser de ce que je sais faire. Voilà, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus personne pour m'indiquer le chemin, et j'arrive vraiment à être autonome et à décider ce que je veux faire moi-même. Ce qui est important aussi au quotidien. Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Ensuite, est-ce que vous pourriez nous parler des pièces que vous fabriquez? On a vu dans la boutique qu'il y avait pas mal de vaisselle, de tasses. Nous dire un petit peu le type de pièces que vous fabriquez, et peut-être pourquoi vous êtes dirigé vers ces pièces-là plutôt que vers de grandes pièces ou... Oui, au départ c'était pas forcément ma démarche initiale au début où je faisais de la céramique, mais finalement le chemin faisant, moi en parallèle j'apprenais mon métier, j'ai appris à tourner, donc c'est très adapté à l'utilitaire, et en parallèle à ça je trouve que les modes de consommation ont beaucoup changé. Bien sûr. Voilà, il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à l'artisanat d'art, qui reviennent vers ça, ça avait été complètement oublié. Et donc on revient vers des valeurs où de plus en plus de monde, et des jeunes notamment, achètent chez des artisans d'art. Et donc chez nous, en fait, ils n'attendent pas forcément des pièces artistiques, ils attendent plutôt des objets qui leur serviront au quotidien. Et ça, c'est ce en quoi je crois. Et le fait qu'on ait monté avec mon mari cet atelier boutique fait qu'on attire une clientèle qui attend ça de nous. Donc en fait, finalement, je réponds plutôt à la demande des gens. Et je trouve qu'en fait on peut avoir une démarche artistique tout en faisant de l'utilitaire, et je le découvre en le faisant. Parce que finalement j'ai le plaisir de tourner et de fabriquer de la quantité, d'avoir une clientèle variée. Et finalement ces pièces utilitaires me permettent d'appliquer mes émaux, de faire mes recherches. Je peux avoir quand même des pièces plus uniques dans les vases ou dans les bouteilles notamment, qui me permettent d'avoir quelque chose plus propre à moi. C'est vrai que ça reste art appliqué, c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est toujours pour une fonction.
Mais c'est vrai que ça mêle les deux. Ce sont mes propres pièces, mes collections, mon univers, mais c'est aussi sur la table des gens et c'est surtout pour les gens, pour eux, qu'ils puissent l'avoir tous les jours. Quand on prend par exemple des assiettes, c'est presque comme un tableau, quand on met de la nourriture à l'intérieur, ça donne toujours un style tout à fait différent du reste. Et ce qui est bien, c'est que ça ne nous fait pas des objets en plus dont on n'a pas besoin finalement. Voilà, donc il y a une sorte de dépouillement quand on choisit de prendre des céramiques au niveau de mes clients. C'est un choix d'avoir des objets bien choisis exactement par rapport à leur style. D'accord. Justement, vous parliez de restauration. Est-ce qu'il vous arrive parfois de fournir des professionnels, que ce soit de l'hôtellerie, de la restauration, peut-être des chambres d'hôtes, ce genre de choses? Alors oui, ça a d'ailleurs commencé plutôt avec des chambres d'hôtes, des gens qui s'intéressaient à mon travail, qui passaient par hasard dans la rue parfois. Et donc on a eu plusieurs fois des chambres d'hôtes qui ont pris des choses chez nous. Et au niveau des restaurants, on a plusieurs restaurants, je pense qu'on en a 5. Ici sur Périgueux Alors il y en a un à Périgueux qui est un parfum de gourmandise, qui est un très bon restaurant, qui est vraiment réputé. Et on a à Bordeaux le restaurant Le A, qui a aussi sa propre pâte. On a aussi eu comme client Marc Vera, ah oui, d'accord. Voilà. Le grand chef. Le grand chef, mais c'est tous des grands chefs. Tous des grands chefs. Voilà, on a beaucoup de bons restaurants. Il y a aussi le Vieux Logis à Trémola. Là, on a à nouveau un restaurant qui s'intéresse à nous, avec qui probablement on va travailler. Donc c'est toujours des restaurants qui ont une démarche aussi avec un suivi de leurs produits au niveau de ce qu'ils proposent. Et donc nos céramiques, elles vont dans ce sens aussi. Il y a une vraie âme, il y a quelqu'un qui les a fabriquées avec des terres qu'on sait d'où elles viennent, les matières premières. Donc tout ça, ça va dans la même démarche. Et tous ces chefs ont tous un style différent, mais ils se retrouvent ici et ça ne donne pas le même résultat selon les établissements. Donc c'est ça qui est bien, ils ont réussi à se l'approprier, même si c'est toujours ma vaisselle, ça peut donner quand même quelque chose de très différent de l'un à l'autre. Selon ce qu'il y a dans l'assiette, ça les inspire vraiment. Oui, le cadre. Moi je pense mes céramiques, elles sont très basiques et je pars du principe que ce sont comme des outils mis à la disposition des gens qui vont les utiliser. Comme une palette, on a des couleurs, on a tous les mêmes couleurs, mais chaque peintre va les utiliser d'une façon différente. Et mes céramiques, elles sont tellement simples et nature, j'ai envie de dire, on peut les utiliser comme on veut et on va mettre ça associé à telle nappe ou tel couvert ou telle couleur d'émail que je propose. Ça ne va pas donner le même résultat, ça peut être des profondeurs différentes et finalement ils arrivent à composer avec mon travail. Et ça me fait plaisir quand ça arrive. Bien sûr. Justement, que ce soit par rapport au restaurant ou au particulier, ça vous arrive de travailler sur commande ou est-ce que vous faites de petites séries? Comment vous organisez au niveau de la production finalement? Alors en fait, c'est moi qui propose mon travail, ce sont vraiment mes collections et c'est très rare que je fasse des commandes. Alors, a priori, je n'en fais pas. Par contre, je peux faire des commandes quand ça reste dans mon travail. Justement, un restaurant, il va des fois avoir besoin d'une grosse quantité d'assiettes. Donc là, je considère ça comme une commande, mais il me commande ce que je propose. Mais on peut toujours en parler, mais moi je ne ferai jamais un objet avec une forme différente de ce que je propose. Vous restez dans votre style et dans ce qui vous caractérise. Voilà. C'est les gens qui tombent amoureux de ce ou que pas, vous faites, voilà. ou pas. On est beaucoup de céramistes différents, avoir des styles différents, donc il y aura toujours un particulier ou un restaurateur qui trouvera la céramique qu'il aime parmi tous les céramistes qui existent. Même ne serait-ce que dans le département. Voilà. Donc c'est ça qui est bien, à la limite, quelqu'un qui veut quelque chose que je ne fais pas du tout, je vais plutôt lui conseiller quelqu'un dont je sais que le travail pourrait lui plaire. Voilà. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est de garder ma liberté. Je suis à mon compte et c'était mon choix de vie, c'est de faire ce que j'aime. Et j'aime pas être contrainte. Oui, c'est pas ça que je recherche. Bien sûr. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du côté fabrication, nous expliquer en fait les différentes étapes de fabrication et nous dire peut-être combien de temps ça prend environ pour une pièce entre le moment où vous allez façonner le pain de terre et le moment où elle peut arriver chez nous sur nos tables? Alors moi je dis toujours 2 mois. C'est une moyenne entre le moment où je bats ma terre pour la première fois, que je vais la tourner, et effectivement la pièce qui sort du four et elle est en boutique. Ça peut des fois être un petit peu plus rapide, mais comme je fabrique beaucoup d'objets à la fois, il y a un rythme et je ne peux pas trop griller les étapes.
J'ai envie de dire, il y a plus, parce qu'il y a aussi tout le travail en amont, évidemment. Il y avait quelqu'un qui m'avait un jour dit une phrase, j'ai trouvé ça très bien. Pour réaliser un objet, c'est toute une vie surtout. C'est aussi toutes nos expériences précédentes. Un débutant, il ne pourra pas avoir le même résultat que le mien. Et c'est normal, il faut le temps de s'approprier son objet. Et puis aussi, imaginer la forme d'un objet, ça prend beaucoup de temps. Même si ça paraît très simple, il faut bien l'imaginer. Et donc avant de commencer à faire un nouvel objet, en général, ça a bien mijoté dans ma tête très longtemps. Oui, des croquis ou même des fois des essais, des prototypes. Et je critique fortement ce que j'obtiens pour l'améliorer. Et le jour où c'est en boutique, en général, c'est quelque chose d'assuré pour ma part. Oui. D'accord. Donc, une fois qu'il y a eu cette étape de croquis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous dérouler les différentes grandes étapes de fabrication? De fabrication, alors pour un objet tourné, ce qui est la plupart des objets que je fabrique, d'abord on pétrit la terre, ensuite on fabrique des boules, telles que celle-ci. Voilà, ensuite on va tourner l'objet sur le tour de potier. Cet objet-là tourné va ensuite être entreposé sur mes planches avec tous ces petits copains, tous faits de la même forme. Et après, ces pièces-là, je vais les laisser un petit peu sécher, on va dire 2-3 jours, jusqu'à ce que l'objet devienne plus ferme, pour ensuite pouvoir le tournasser. Donc cet objet-là, on le tournasse. Éventuellement, on ajoute des choses comme des anses ou des trous pour faire des passoires. Enfin, voilà, donc tout ça c'est le façonnage, ça en fait partie. Donc le fait de tournasser ou éventuellement de rajouter des accessoires, ça, on va dire toutes ces étapes de façonnage, ça va prendre 4-5 jours, on va dire. Surtout sur une série de 100, hein, il faut le temps. Par exemple, si on colle des anses, il faut quand même le faire, ça prend un peu du temps. Et puis après, ces pièces-là vont sécher, donc ça aussi, ça dépend beaucoup de la forme de l'objet, mais je dirais qu'en moyenne, enfin moi je préfère attendre vraiment que le séchage soit bien, donc je laisse souvent 1 mois dans les étagères. Parfois ça peut être plus. Ça dépend peut-être des saisons aussi, je suppose. Oui, ça dépend des saisons, ça dépend aussi de si je cuis beaucoup à ce moment-là, ça dépend de plein de choses effectivement, et de la taille de l'objet aussi. Et donc après, une fois que l'objet est sec, je le cuis une première fois à 980 degrés. Cet objet cuit, je peux des fois mettre du temps avant de l'émailler, mais je peux éventuellement l'émailler juste après. Donc il faut donc faire ces 2 cuissons, donc une première à 980 degrés, où l'objet va devenir dur et pouvoir accepter l'émail. Voilà, et ensuite on va l'émailler, et ensuite on va le recuire à 1280 degrés. Et donc voilà, il faut laisser le temps de ces cuissons. Je dirais qu'en tout, les cuissons, ça prend 1 semaine. Les 2 cuissons d'affilée et le fait d'émailler les pièces. À peu près. Voilà. Donc voilà, moi je considère que ça prend à peu près 2 mois de fabriquer un objet. Avec 2 mois, on est sûr que l'objet est fini. Voilà. Et justement, donc une fois ces étapes de fabrication passées, parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'on utilise pas mal le lave-vaisselle, le micro-ondes. Est-ce que vos objets sont compatibles avec ce genre d'utilisation? Il n'y a pas de traitement à leur apporter? Non, non, non. C'est ça qui est bien justement dans le fait de travailler avec du grès. Parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé à le préciser, mais je travaille le grès, qui donc peut être cuit à 1280 degrés. Et c'est une terre qui à la fois est naturelle et peut subir donc cette température et se fermera. C'est-à-dire l'objet ne sera pas poreux. Les pores vont se refermer à la cuisson, donc ça va devenir étanche. Et donc ces objets-là servent au quotidien, passent au lave-vaisselle, au micro-ondes et se nettoient très très bien. D'accord, donc il n'y a vraiment pas besoin d'apporter un soin. Pas particulièrement. On a aussi une collection en porcelaine qui a les mêmes propriétés. Voilà, ça cuit aussi à 1280 degrés, c'est aussi étanche. Et les porcelaines, elles restent blanches malgré les années d'utilisation. Donc c'est ça qui est très plaisant avec ces matériaux. D'accord, ça reflète vraiment votre souhait, ce que vous me disiez, de faire quelque chose d'utile et qu'on puisse, qu'on puisse utiliser vraiment tous les jours. Tout à fait, oui, le grès permet tout ça, oui. D'accord. J'avais ensuite une dernière question, c'était est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui vous amène à créer vos pièces, c'est-à-dire votre inspiration de base, parce qu'on a vu dans la boutique que vous avez un style assez épuré, si on peut dire, avec des formes assez géométriques, assez simples, mais qu'est-ce qui vous inspire justement quand vous créez une pièce? Est-ce que vous partez d'une couleur, d'une idée? Alors, ce qui m'inspire, je dirais, c'est effectivement une recherche de simplicité, de dépouillement.
L'idée pour moi, c'est de ne pas cumuler trop d'objets. Enfin, c'est aussi presque un mode de vie. J'aime bien avoir l'esprit clair et avoir un objet clair. Et pour moi, un objet réussi, bien pensé, il n'a pas besoin d'être sophistiqué, il doit se suffire à lui-même. Et j'aime bien tout ce qui est simple. Et c'est vrai qu'à la base, j'aime beaucoup tout ce qui est art premier. Parce que je trouve ça émouvant pour sa simplicité, la simplicité des formes. Et puis j'aime aussi beaucoup les peintres comme par exemple Nicolas de Staël. Ça me plaît beaucoup au niveau des assemblages de couleurs. Et je pense beaucoup à lui, enfin à ses compositions, quand j'émaille parfois par strates mes objets. Et donc mes objets en fait m'évoquent un peu des paysages au niveau des couleurs. Et j'aime bien que l'objet du coup soit d'une forme épurée pour permettre la lecture de cet émail finalement. Et mettre en valeur la couleur par la simplicité de la forme. Oui, c'est ça. Ouais. Même si mes couleurs sont très simples, encore une fois. Mais pour moi, je trouve ça reposant et apaisant. Et c'est ce qui me plaît. C'est ça que je recherche. J'aime bien que ça ait un aspect reposant. Et puis aussi, mes formes, quand je les fais, je pense aussi beaucoup à la fonction. Donc, des fois, c'est des petites choses toutes bêtes, mais il faut qu'une forme ait une certaine contenance. Donc c'est vrai que aussi dans mes choix de forme, il y a toujours le côté préhension qui est pris en compte. Facile à prendre en main, à utiliser. Oui, qu'on puisse les empiler quand le besoin s'impose. Le gain de place aussi. Voilà, exactement, le gain de place, ou que l'objet puisse aussi des fois se mélanger avec un autre objet que je fais pour être compatible. Donc c'est toujours pensé dans une logique aussi comme ça de collection où chacune se complète. D'accord. Et vous nous parliez justement des couleurs. On a vu dans votre boutique des couleurs un petit peu pastel. Est-ce que ces couleurs, c'est un choix de votre part, un choix esthétique, ou est-ce que c'est la technique de l'émaillage qui vous restreint un petit peu quelque part? Est-ce qu'on peut faire toutes les couleurs avec l'émaillage ou non? Alors exactement, ça c'est une bonne question, parce que c'est vrai que on ne peut pas tout faire effectivement. C'est très dur d'avoir beaucoup de choix de couleurs quand on fabrique soi-même. Par exemple, le rouge, je ne peux pas en obtenir. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des potiers de grès qui ont la même démarche que la mienne, mais qui auront des choses beaucoup plus contrastées, des choses plus fortes au niveau des effets. Et ça, on peut obtenir des choses comme ça. D'ailleurs, je sais en faire, j'en faisais au début. Mais c'est vrai qu'à petit à petit, ça s'est imposé pour moi d'avoir des couleurs douces. Parce que je pense beaucoup en collection, et dans ma boutique, il faut qu'il y ait une harmonie. On la ressent tout de suite, en tout cas, voilà, donc, quand on entre, c'est ce qui attire l'œil aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il faut que les pièces se répondent entre elles. Il faut que quelqu'un rentre et que ça ressemble à quelque chose de logique. Que ce soit harmonieux en fait. Voilà, que ce soit harmonieux. Sinon, les gens, ça va pas leur plaire au niveau visuel. Donc des fois, je crée un émail. Alors, quand je crée un émail, je sais pas ce que ça va donner. C'est plutôt que des fois, je vois des choses qui me permettent de me dire « Ah, il y a une piste à suivre et je vais continuer à chercher. Peut-être je vais trouver quelque chose qui me plaît. » Le dernier que j'ai mis au point, c'est le rose. Et au début, il était rose fuchsia, il était très fort. Et il jurait dans ma boutique, ça n'allait pas. Donc j'ai réussi à l'atténuer, mais il m'a fallu 2 ans pour réussir à obtenir. Oui. Alors après, je ne faisais pas que ça aussi. Mais c'est vrai que ça a pris du temps, et ce rose, tel qu'il est maintenant plus pastel, je trouve qu'il s'harmonise très bien avec le bleu, avec le blanc. Je peux le mélanger et je peux proposer du coup des services. Il y a des gens qui vont prendre des assiettes de telle couleur et prendre, accessoiriser avec des assiettes à soupe rose par exemple. Donc c'est bien parce qu'on peut mélanger aussi, quand on a des émaux qui se répondent entre eux. On peut facilement composer un service avec plusieurs couleurs. Exactement. Ça reste un peu dans la même ambiance. Oui. Ici on est à l'atelier Matagar à Périgueux. Si on a des gens qui nous regardent qui ne sont pas forcément à Périgueux mais qui souhaitent craquer pour une de vos créations, est-ce qu'ils peuvent la commander sur internet par exemple? C'est possible? Oui, je vends via la plateforme Empreinte. Donc je vends aussi régulièrement dans la boutique Empreinte à Paris. Donc c'est un concept store métier d'art qui se trouve au niveau du métro République, qui est vraiment super à voir. Il y a plein d'artisans, je pense qu'il y en a 200 à peu près d'exposés. Et ça tourne en fait, c'est une boutique où seuls les adhérents à Atelier d'Art de France peuvent y exposer. Et moi ça me correspond très très bien, c'est une boutique qui est complètement mon style. Et donc j'y ai déjà vendu, je vais y être au moment de la période des fêtes à Noël. Donc s'il y a des gens qui vont à Paris, ils peuvent tout à fait me retrouver là-bas. Mais sinon effectivement via la plateforme en ligne, je peux envoyer, disons que c'est Empreinte quand même, c'est sur la plateforme en ligne Empreinte, mais on peut retrouver certains de mes objets
certaines sélections, on va dire. D'accord. Dans ces cas-là, vous pouvez être amené aussi à expédier, Tout à fait. vos objets. Oui. Par contre, je n'ai pas en ligne tous les objets que je fais parce qu'il y a certains objets qui, moi, je trouve, ne s'adaptent pas à l'expédition. Peut-être c'est trop délicat au transport. Oui. Par exemple, les grands saladiers, je ne peux pas. Vous préférez ne pas prendre le risque. Non. Ça se comprend aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ça permet des gens qui nous connaissent, peuvent comme ça nous avoir nos objets plus facilement qu'en venant exprès à Périgueux. Ce qui n'est pas toujours... Ce qui n'est pas toujours le cas. Même si c'est une très belle piste, il ne faut pas hésiter à la visiter. Mais il y a des gens qui viennent exprès pour nous. Hein. Ça fait plaisir. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup Claire Lecreux. Merci à vous. Et bonne continuation à votre travail et à ce bel atelier. Merci beaucoup.